Imaginez ceci. Une salle de bal étincelante, des lustres en cristal qui pendent comme des diamants gelés, et au milieu de tout ce luxe, un jeune homme, Léo, tenant un cadeau emballé avec simplicité. Devant lui, un homme puissant, le père de sa petite amie, le regarde avec un mépris glacial et prononce un seul mot qui brise le silence. Parasite. La petite amie de Léo, la belle Sophie, éclate en sanglots, mais son père ne cille pas. Il vient de juger et de condamner le jeune homme qui ose aimer sa fille, simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas encore qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Maintenant, retournons à ce salon luxueux où le destin d'une famille entière est sur le point de basculer. Léo était un artiste. Il ne vivait pas dans un grand appartement avec vue sur la tour Eiffel, mais dans un petit studio sous les toits de Lyon où l'odeur de la peinture et du café se mélangeait pour créer le parfum de ses rêves. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un talent immense et un cœur encore plus grand. Ce cœur appartenait entièrement à Sophie Dubois, la fille unique de l'une des familles les plus riches et les plus influentes de la région. Pour Léo, Sophie n'était pas un trophée ou un ticket d'entrée dans un monde de privilèges. Elle était son inspiration, sa muse, la seule personne qui voyait au-delà de ses vêtements usés et de son compte en banque vide pour voir l'homme qu'il était vraiment. Le conflit couvait depuis des mois comme un volcan endormi. La famille de Sophie, en particulier son père, M. Antoine Dubois, et son frère aîné, Baptiste, ne cachaient pas leur mépris pour Léo. Pour eux, il était une anomalie, une erreur dans leur plan de vie parfait pour Sophie. Ils la voyaient mariée à un héritier, un banquier ou un politicien, pas à un peintre qui peinait à vendre ses toiles. Ils ne comprenaient pas comment leur fille, élevée dans le luxe, pouvait choisir un homme qui ne pouvait même pas lui offrir un dîner dans un restaurant étoilé. Ils ne voyaient que sa pauvreté, ignorant la richesse de son âme. Le point de rupture est arrivé lors de la soirée organisée pour le 50e anniversaire de Madame Dubois. C'était un événement grandiose où toute l'élite de la ville était présente. Léo savait qu'il ne serait pas le bienvenu, mais il y est allé pour Sophie, pour lui montrer qu'il n'avait pas peur. Il a passé des semaines à travailler sur son cadeau, un magnifique portrait de Madame Dubois dans sa jeunesse, peint à partir d'une vieille photo en noir et blanc que Sophie lui avait donnée en secret. Il y avait mis tout son talent, toute son âme, espérant peut-être, juste peut-être, toucher le cœur de cette femme de glace. Le moment de la remise des cadeaux est arrivé. Des bijoux coûteux, des sacs de créateurs, des clés de voitures de sport étaient présentés avec ostentation. Puis ce fut le tour de Léo. Il s'avança, le cœur battant, et tendit la grande toile soigneusement emballée à sa future belle-mère. Un silence curieux s'installa dans la pièce. Madame Dubois déballa le cadeau avec une lenteur calculée, son visage ne trahissant aucune émotion. Quand le portrait fut révélé, un murmure parcourut l'assemblée. La ressemblance était frappante, l'œuvre était pleine de vie et de lumière. Pendant une seconde, Léo crut avoir réussi, mais c'est M. Dubois qui brisa le charme. Il éclata d'un rire bruyant et méprisant. « Une peinture? Vraiment, Léo? C'est tout ce que tu peux offrir? Tu penses que nous allons accrocher cette chose à côté de nos œuvres d'art? » Baptiste, le frère de Sophie, s'empara de la toile, la tenant du bout des doigts comme si elle était sale. « C'est presque touchant de naïveté. Ma sœur vaut des millions et tu penses la mériter avec un peu de peinture sur un bout de tissu? Tu n'es qu'un parasite qui essaie de s'accrocher à notre nom et à notre fortune. » Plus tard dans la soirée, Baptiste a même pris une photo du portrait avec son téléphone et l'a publiée sur son compte Instagram avec la légende « L'art moderne, je suppose. » Pauvre artiste, riche cadeau d'anniversaire. L'humiliation était totale, publique et cruelle. Les invités chuchotaient et ricanaient, regardant Léo comme une bête de foire. Sophie pleurait, essayant de défendre Léo, mais sa voix était étouffée par l'arrogance de sa famille. Léo, lui, est resté silencieux. Il a regardé M. Dubois droit dans les yeux, puis Baptiste, puis Mme Dubois qui détournaient le regard. Il n'a pas crié, il n'a pas protesté. Il a simplement hoché la tête, s'est excusé poliment et a quitté la fête, laissant Sophie en larmes au milieu du salon. Il serrait les poings dans ses poches, une tempête de colère et de tristesse se déchaînant en lui. Il aurait pu tout arrêter, là, maintenant.
Un seul appel téléphonique aurait suffi pour anéantir ces gens arrogants. Mais non, pas encore. Le plan devait suivre son cours. Plus tard cette nuit-là, de retour dans la solitude de son atelier, Léo a reçu un message de Sophie sur son téléphone. « Je suis tellement désolé. Ne les écoute pas. Je t'aime. » Il a souri tristement en lisant ces mots. Il lui a répondu qu'il l'aimait aussi et que tout irait bien. Puis, il a posé son simple téléphone sur la table et en a sorti un autre de la poche intérieure de sa veste. Ce n'était pas un vieux modèle usé, mais le dernier smartphone, un objet lisse et noir qui semblait déplacé dans ce décor modeste. Il l'a déverrouillé avec son empreinte digitale et a ouvert une application de messagerie cryptée. Un seul message l'attendait. Il ne venait pas de Sophie, mais d'un contact nommé le stratège. Le message était court et précis. L'appât est jeté. Ils ont mordu à l'hameçon. La phase 1 est un succès. Les Dubois pensaient avoir humilié un simple artiste sans le sou. Ils n'avaient aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à l'un des hommes les plus puissants et secrets de France. Et cette guerre, Léo, ou plutôt l'homme qui se cachait derrière ce nom, avait bien l'intention de la gagner. Léo reposa le téléphone crypté, l'écran noir reflétant son visage fatigué mais déterminé. Le message du stratège n'était pas une surprise, c'était une confirmation. Chaque humiliation, chaque mot cruel de la famille Dubois n'était qu'une étape calculée dans un jeu bien plus grand, un jeu dont ils ignoraient être les pions. Il regarda le portrait de Madame Dubois, que Baptiste avait dédaigneusement laissé dans un coin de l'atelier. L'œuvre était magnifique, un témoignage silencieux d'un talent que les Dubois étaient trop aveugles pour voir. Pour eux, la valeur d'un homme se mesurait en euros sur un relevé bancaire, pas en passion dans une œuvre d'art. Cette nuit-là, Léo ne dormit presque pas, non pas à cause de la colère, mais à cause de l'anticipation. La vraie tempête n'avait pas encore commencé. Le lendemain matin, la cruauté de la famille Dubois a pris une nouvelle dimension, une dimension moderne et virale. Sophie appela Léo, sa voix brisée par les sanglots. « Léo, ne regarde pas Instagram, s'il te plaît. » Baptiste il est horrible. Bien sûr, Léo regarda. Sur le profil de Baptiste, une story éphémère mais dévastatrice était visible par ses milliers d'abonnés. C'était une courte vidéo, filmée la veille au soir. On y voyait le portrait de Madame Dubois posé contre une poubelle avec un filtre de clown et des émojis qui pleurent de rire. En fond sonore, Baptiste disait d'une voix moqueuse « Voilà ce qui arrive quand on essaie d'acheter l'amour avec un budget de 20 €. » Les hashtags étaient tout aussi cruels. Artiste fauché, sache pitié, quand tu es plus d'ego que de talent. L'impact fut immédiat et brutal. Léo devait rencontrer un client potentiel ce jour-là, le propriétaire d'une petite galerie dans le quartier de la Croix-Rousse qui avait manifesté de l'intérêt pour son travail. 1 heure avant le rendez-vous, un SMS sec et impersonnel est arrivé. « Bonjour Léo, j'ai vu la publication de M. Dubois. Je crains que cette publicité négative ne soit pas bonne pour mes affaires. Nous allons annuler notre rencontre. Bonne chance pour la suite. » C'était plus qu'une humiliation, c'était une attaque directe contre son gagne-pain, le peu qu'il avait. Il s'assit sur son lit usé, le téléphone à la main, et sentit le poids de la solitude et de l'injustice s'abattre sur lui. Son estomac était vide, mais il n'avait même plus la force d'avoir faim. Les jours suivants furent un brouillard de misère. Le stress, le manque de nourriture et les nuits blanches eurent raison de ses défenses. Une fièvre violente s'empara de lui, le laissant faible et tremblant dans son atelier froid. Il n'avait pas d'argent pour des médicaments, à peine de quoi acheter un morceau de pain. Il s'enveloppa dans toutes les couvertures qu'il put trouver, grelottant, seul avec ses pensées sombres. Pendant ce temps, sur le compte Instagram de Sophie, il voyait des photos de sa famille dînant dans des restaurants luxueux, buvant du champagne, souriant à l'objectif comme si de rien n'était. Le contraste était si violent qu'il en avait la nausée. C'était le visage du mal. Une indifférence polie et souriante face à la souffrance qu'il causait. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles, Sophie finit par braver l'interdiction de ses parents et se rendit à son atelier. Elle le trouva délirant de fièvre, pâle et affaibli. Horrifiée, elle voulut appeler un médecin, mais Léo refusa. « Non, je n'ai pas les moyens, Sophie. C'est juste un rhume, ça va passer. » Elle resta avec lui, lui mettant des compresses froides sur le front et lui faisant boire un peu de bouillon qu'elle avait apporté. La rage montait en elle contre sa propre famille. Comment pouvait-il être si cruel? Comment pouvait-il traiter un être humain de cette façon? La nouvelle que Sophie était allée voir...
Ce peintre mit Baptiste dans une fureur noire. Il décida de prendre les choses en main. « Je vais aller lui dire 2 mots à ton artiste, une bonne fois pour toutes !» cria-t-il à sa sœur au téléphone. Il prit sa voiture de sport et se gara brutalement devant le vieil immeuble de Léo. Il monta les escaliers 4 à 4, prêt à en découdre. Il entra dans l'atelier sans frapper et trouva Léo, encore faible, assis sur une chaise. La présence de Baptiste emplissait la petite pièce d'une énergie agressive. « Écoute-moi bien, le clochard. Reste loin de ma sœur. Tu comprends? Tu n'es rien et tu n'auras jamais rien. Elle mérite mieux que ce taudis et que toi. » Dans sa colère, Baptiste donna un coup de pied dans une pile de carnets de croquis posés au sol. Les feuilles s'éparpillèrent. Il se pencha pour les ramasser avec un air de dégoût, comme pour montrer sa supériorité même dans ce geste. C'est alors que son regard fut attiré par un papier différent des autres, une feuille à en-tête officielle, à moitié froissée. Par pure curiosité malsaine, il la ramassa. Ce n'était pas un dessin. C'était le brouillon d'une lettre, tapée à l'ordinateur, adressée à l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris, Maître Lefebvre et associés. Baptiste fronça les sourcils. Il lut les quelques lignes visibles. La lettre parlait d'un audit financier confidentiel et mentionnait plusieurs fois le nom Dubois Industries. Mais c'est la dernière phrase qui le glaça. Suite à la découverte de ces irrégularités, nous envisageons une offre de rachat hostile d'une valeur initiale de 50 millions d'euros. 50 millions! Le chiffre dansait devant ses yeux. C'était impossible. Ce type n'avait même pas de quoi se payer un repas chaud. C'était sûrement un faux, une tentative de bluff ridicule. Pourtant, le ton de la lettre était professionnel, précis. Un frisson d'incertitude le parcourut. Discrètement, il sortit son téléphone, prit une photo nette du document et le remit sous la pile de dessins, comme s'il n'avait rien vu. Il quitta l'atelier sans un mot de plus, laissant Léo affaibli mais intérieurement satisfait. Le deuxième appât venait d'être avalé. De retour dans sa voiture, Baptiste envoya immédiatement la photo à son père avec un seul mot. Problème. Monsieur Dubois était en plein déjeuner d'affaires au restaurant Paul Bocuse, levant son verre de vin pour célébrer un nouveau contrat. Son téléphone vibra sur la table. Il y jeta un œil distrait, s'attendant à un message sans importance. Mais ce qu'il vit sur cet écran allait changer le cours de son après-midi, et peut-être même le reste de sa vie. Son sourire arrogant s'effaça instantanément. Sa main, qui tenait le verre de vin, se mit à trembler si fort qu'il le reposa brusquement. Il zooma sur l'image, ses yeux s'écarquillant d'horreur et d'incompréhension. Ce document, cette simple photo prise dans un atelier miteux, était une bombe, et elle venait d'exploser en plein cœur de son monde parfait. Le tremblement de la main de M. Dubois n'était pas seulement dû au choc, mais à une peur froide et primale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Assis dans le luxe feutré du restaurant Paul Bocuse, entouré par le murmure des conversations d'affaires, il se sentit soudainement exposé, vulnérable. Cette photo, ce simple document pris par son fils idiot, était un fantôme venu du passé, une menace qu'il croyait enterrée depuis longtemps. Il quitta précipitamment le déjeuner, prétextant une urgence familiale, laissant ses partenaires d'affaires perplexes. Dans sa voiture, il appela Baptiste, sa voix un sifflement de fureur contenue. « Où as-tu trouvé ça? Es-tu sûr que c'est chez lui? » Baptiste, fier de son exploit, confirma. « Oui, père. Dans son taudis. Il l'a laissé traîner par terre. Ce type est un amateur. » Mais M. Dubois savait que ce n'était pas de l'amateurisme. C'était un message. Et il venait de le recevoir 5 sur 5. Pendant que la panique s'installait dans le clan Dubois, Léo, de son côté, commençait à se remettre de sa fièvre. La visite de Baptiste, aussi brutale fut-elle, avait été le signal qu'il attendait. Le jeu entrait dans sa phase active. Il savait que la photo du document allait créer le chaos. Maintenant, il devait rassembler les preuves de leur caractère, de leur cruauté, pour que le monde entier voie non seulement leur fraude financière, mais aussi leur faillite morale. Il n'était plus seulement un artiste blessé, il devenait un chasseur, patient et méticuleux. Son atelier n'était plus un lieu de création, mais le quartier général d'une opération secrète. Il acheta une nouvelle carte SIM et un petit enregistreur audio discret, pas plus grand qu'une clé USB, avec le peu d'argent que lui avait discrètement laissé Sophie. La première opportunité se présenta plus tôt qu'il ne l'avait imaginé. M. Dubois, essayant de comprendre l'ampleur de la menace, décida de jouer la carte de la fausse gentillesse. Il appela Léo, sa voix mielleuse contrastant violemment avec les insultes de la veille. « Léo, mon garçon, j'ai entendu dire que tu n'allais pas bien. Nous nous sommes inquiétés.
Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner à la maison ce soir? Mettons nos différences de côté. Pour Sophie. Léo faillit rire. L'invitation était aussi sincère qu'un billet de 3 euros. Mais il accepta, son cœur battant à l'idée de ce qu'il allait faire. Avant de partir, il activa le petit enregistreur et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il était temps de recueillir la bande-son de leur arrogance. Le dîner fut une pièce de théâtre surréaliste. La table était couverte de plats raffinés, d'argenterie et de verres en cristal. Monsieur Dubois et Baptiste se montraient faussement cordiaux, lui posant des questions sur son art, tout en échangeant des regards lourds de sens. Sophie, inconsciente du double jeu, était heureuse, croyant à une réconciliation. Après le repas, Monsieur Dubois emmena Léo dans son bureau, un sanctuaire de bois, sombre et de cuir. « Écoute, Léo, commença-t-il, lui offrant un verre de cognac. Je sais que nous avons été durs, mais tu dois comprendre, nous protégeons notre fille et nos affaires. J'ai entendu dire que tu avais des documents, des choses qui ne te concernent pas. » L'enregistreur tournait. Léo joua l'ignorant. « Des documents? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. » Monsieur Dubois sourit, un sourire sans chaleur. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, jeune homme. Je sais ce que mon fils a vu. Ce papier, rends-le-moi et je pourrais peut-être t'aider. Un petit chèque pour t'aider à monter ta propre galerie, loin de Lyon. Pense-y, c'est une offre généreuse. » La menace était à peine voilée. Léo refusa poliment, prétendant toujours ne rien comprendre. La conversation se termina sur une note glaciale. En rentrant chez lui cette nuit-là, Léo écouta l'enregistrement. Il avait tout. L'offre, la menace, le ton condescendant. C'était de l'or. Les jours suivants, Léo devint une ombre. Il utilisa les réseaux sociaux, non pas pour se plaindre, mais pour observer. Il fit des captures d'écran de toutes les publications arrogantes de Baptiste, des photos de sa nouvelle voiture de sport payée par papa, des stories Instagram où il se moquait des pauvres depuis la terrasse d'un club privé à Saint-Tropez. Il a même trouvé une conversation sur WhatsApp que Sophie lui a montrée sans se rendre compte de sa portée, où Baptiste se vantait auprès d'un ami d'avoir ruiné la réputation de ce peintre minable. Chaque capture d'écran était un clou de plus dans leur cercueil. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance, mais de justice. Ces gens vivaient dans une bulle d'impunité, croyant que leur argent les protégeait de tout. Il allait leur prouver le contraire. La pièce maîtresse de son dossier est venue d'une source inattendue. Un après-midi, alors qu'il était assis dans un petit café pour profiter du Wi-Fi gratuit, une femme plus âgée s'approcha de sa table. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une lueur familière de défi. « Vous êtes Léo, n'est-ce pas? L'artiste. J'ai vu ce que la famille Dubois vous a fait. » Elle se présenta comme étant Hélène, l'ancienne assistante personnelle de M. Dubois, licenciée sans ménagement quelques mois plus tôt pour avoir posé trop de questions. « Ils m'ont détruite, » dit-elle, sa voix tremblant de colère contenue. « Ils m'ont accusée de vol pour ne pas me payer mes indemnités. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé des copies. » Ce soir-là, dans son appartement modeste, Hélène montra à Léo une clé USB. Elle contenait des copies de courriels, de factures et de relevés bancaires. Des preuves irréfutables de transfert d'argent vers des comptes offshore, de fausses déclarations fiscales, de pots de vin versés à des fonctionnaires locaux. C'était le cœur du réacteur de l'Empire Dubois, un empire construit sur la fraude et la corruption. Mais le plus choquant était un dossier nommé « Projet Vautour ». Il contenait des documents détaillant un plan pour mettre en faillite de petites entreprises concurrentes en utilisant des informations privilégiées puis les racheter pour une bouchée de pain. Léo trouva même le nom de l'entreprise de son propre père, un petit atelier d'artisanat ruiné 10 ans plus tôt par une OPA hostile mystérieuse. Tout était là. Ce n'était pas personnel, c'était leur méthode. Léo n'était que le dernier sur une longue liste de victimes. Il avait enfin un allié qui, comme lui, n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Léo passa la nuit à copier et à organiser les fichiers, les croisant avec ses propres enregistrements et captures d'écran. Il créa un dossier numérique crypté, une archive complète de la chute de la maison Dubois. Chaque fichier était une pièce du puzzle, et maintenant l'image était complète, claire et accablante. Il se sentait étrangement calme. La peur et la tristesse avaient laissé place à une froide résolution. Il regarda par la fenêtre de son atelier, la ville de Lyon s'éveillant sous la lumière de l'aube. Il pensait à son père, à Hélène, à toutes les vies brisées par la cupidité de cette famille. Le temple de la souffrance était terminé. Le temple de la riposte était arrivé. Il avait maintenant tout ce qu'il fallait pour les détruire, non pas par la violence, mais par la vérité. Le moment de la vérité approchait,
et ils seraient aussi publics et aussi spectaculaires que leur arrogance l'avait été. L'aube qui se levait sur Lyon n'apportait pas seulement un nouveau jour, mais la promesse d'une justice imminente. Avec la clé USB d'Hélène en sa possession, Léo avait passé la nuit à finaliser son dossier, à le télécharger sur plusieurs serveurs cloud sécurisés et à en envoyer une copie cryptée à un contact clé, un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité, recommandé par le stratège. Chaque fichier était une bombe à retardement, et l'horloge venait d'être enclenchée. Il se sentait vidé, mais d'un calme olympien. La phase de collecte était terminée. La phase de confrontation allait bientôt commencer. Mais avant cela, le destin lui réservait une dernière épreuve, le point culminant de l'arrogance des Dubois, l'acte final de leur cruauté avant que le rideau ne tombe sur leur empire de mensonges. La famille Dubois, de son côté, était passée de la panique à une confiance agressive. Après avoir fait vérifier la lettre par leurs avocats, ils étaient arrivés à la conclusion que c'était un bluff. Un peintre fauché ne pouvait pas avoir les moyens de lancer une OPA. C'était une tentative désespérée pour leur extorquer de l'argent. Rassurés, ils décidèrent de passer à l'offensive pour écraser Léo une bonne fois pour toutes. Leur plan était simple et brutal. Le faire expulser de son atelier et le faire accuser de harcèlement envers Sophie afin d'obtenir une ordonnance restrictive qui l'éloignerait définitivement. Ils voulaient l'effacer de leur vie et de la ville. L'attaque eut lieu le lendemain après-midi. Léo était en train de ranger ses affaires, préparant son départ imminent, quand on frappa violemment à sa porte. Ce n'était pas Baptiste cette fois, mais M. Dubois lui-même, accompagné de 2 hommes larges d'épaules et d'un huissier de justice au visage impassible. Sophie était là aussi, forcée de venir par son père, ses yeux rouges de larmes. « Léo, c'est terminé », annonça M. Dubois d'une voix triomphante. « Le propriétaire de cet immeuble, un vieil ami à moi, a décidé de mettre fin à ton bail. Tu as 24 heures pour vider les lieux. » L'huissier lui tendit un document officiel. C'était légal, impitoyable et rapide. Mais ce n'était pas tout. M. Dubois se tourna vers sa fille. « Sophie, dis-lui ce que tu as dit aux avocats. » Sophie secoua la tête, incapable de parler. Son père la saisit par le bras, sa poigne de fer. « Dis-le » ordonna-t-il. En sanglotant, Sophie murmura « Léo, je suis allé voir la police. J'ai dit que tu me suivais, que tu me menaçais. » C'était un mensonge odieux dicté par son père, mais pour Léo, la trahison fut comme un coup de poignard en plein cœur. Il la regarda, non pas avec colère, mais avec une immense pitié. Il voyait la peur dans ses yeux, il comprenait qu'elle était une prisonnière dans sa propre famille. C'était l'ultime humiliation, être accusé par la femme qu'il aimait. Pendant que Léo restait silencieux, sous le choc, les 2 hommes de main commencèrent à sortir ses affaires de l'atelier, les jetant sans ménagement dans le couloir. Ses toiles, ses carnets de croquis, ses quelques vêtements. Ils prirent le portrait de Madame Dubois et, sous le regard satisfait de M. Dubois, le brisèrent en 2 sur leurs genoux. C'était un acte de pure méchanceté, un symbole de leur victoire totale. Léo ne bougea pas. Il les laissa faire. Il semblait brisé, vaincu. Mais à l'intérieur, une voix calme lui disait « Enregistre. Enregistre tout. » Discrètement, son téléphone, posé sur une petite table, filmait toute la scène. La caméra cachée capturait chaque mot, chaque geste, chaque expression de haine et de triomphe. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve vidéo de leur cruauté. Alors que ses affaires étaient jetées sur le palier, un objet tomba de la poche de sa vieille veste, une petite boîte en velours. Baptiste, qui venait de rejoindre la scène, la ramassa. Il l'ouvrit et découvrit une bague de fiançailles simple mais élégante. Il éclata de rire. « Tu comptais la demander en mariage? Avec ça? C'est pathétique! » Il jeta la bague par la fenêtre ouverte. Léo regarda le petit objet disparaître dans la rue en contrebas. Il ne dit rien. Cette bague n'était qu'un accessoire, une partie de son rôle. La vraie bague, celle sertie d'un diamant d'une valeur inestimable, était en sécurité dans un coffre-fort à Genève. Une fois l'atelier vidé, M. Dubois s'approcha de Léo, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu vois, jeune homme, siffla-t-il, c'est ce qui arrive quand on défie des gens comme nous. Tu n'es rien. Tu as tout perdu, ta maison, ton travail, et même la fille que tu croyais aimer. Maintenant, sors de ma vue et ne reviens jamais à Lyon. » Ils partirent, laissant Léo seul au milieu de son atelier vide, avec les débris de sa vie d'artiste éparpillés autour de lui.
Sophie lui lança un dernier regard désespéré avant d'être entraînée par son père. Dès qu'ils furent partis, le masque de la défaite tomba du visage de Léo. Il récupéra son téléphone et arrêta l'enregistrement. Il visionna la vidéo. Une qualité parfaite, un son clair. C'était accablant. Il l'envoya immédiatement dans le cloud, rejoignant le reste du dossier. Puis, il sortit son deuxième téléphone, le téléphone de l'homme qu'il était vraiment. Il envoya un message à Hélène. « C'est fait. Ils ont tout pris. » La réponse fut instantanée. « Parfait. Je suis prête, le journaliste aussi. » Il envoya un deuxième message au stratège. Stratège. Phase finale initiée, lancer l'invitation. Le soir même, alors que la famille Dubois célébrait sa victoire avec du champagne et des rires gras, un courriel officiel arriva dans la boîte de réception de M. Dubois. L'expéditeur était le cabinet d'avocats Lefebvre et Associés. L'objet était « Invitation à une réunion de conciliation finale concernant le rachat de Dubois Industries ». Le message était bref. Il les conviait le lendemain matin à 10 heures précises dans la salle de conférence principale de l'hôtel le plus prestigieux de la ville, le Grand Hôtel Dieu, pour rencontrer en personne le mystérieux investisseur qui se cachait derrière l'offre de rachat. M. Dubois sourit. Il allait enfin rencontrer cet imposteur et lui rire en nez. Il ne savait pas qu'il se rendait à sa propre exécution. Léo, de son côté, passa la nuit dans un petit hôtel anonyme. Il regarda une dernière fois par la fenêtre la ville qui l'avait vu souffrir. Demain, cette ville apprendrait qui il était vraiment. Le masque allait enfin tomber et la chute de la maison Dubois serait entendue dans toute la France. La nuit passée dans cet hôtel anonyme fut pour Léo une étrange parenthèse de calme avant la tempête. Il ne dormit pas, mais il ne ressentit aucune fatigue. Son esprit était clair, affûté comme une lame. Il passa des heures à revoir une dernière fois le dossier numérique, à vérifier chaque lien, chaque fichier, chaque enregistrement. Le visage arrogant de M. Dubois, la voix cruelle de Baptiste, les larmes forcées de Sophie, tout était là, immortalisé en pixels et en ondes sonores. Ce n'était plus une histoire personnelle de vengeance, c'était un acte de justice nécessaire. Il pensait à son père, dont l'entreprise avait été dévorée par ses vautours, à Hélène, dont la carrière avait été brisée, et à tous les autres, anonymes, qui avaient été écrasés sur leur chemin. Demain, il ne parlerait pas seulement pour lui, mais pour eux tous. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans leur luxueuse villa, la famille Dubois célébrait. Le champagne coulait à flots, ils avaient gagné. Le peintre était à la rue, humilié, et bientôt, une ordonnance restrictive l'empêcherait même de respirer le même air que Sophie. M. Dubois, particulièrement euphorique, leva son verre. « À notre famille, à notre succès et à la disparition des parasites !» Baptiste, déjà ivre, sortit son téléphone et commença un direct sur Instagram, montrant à ses abonnés leur opulence, la table couverte de mets délicats, les bouteilles de champagne millésimées. « C'est comme ça qu'on vit quand on est un gagnant !» dit-il en titubant devant la caméra. « Les perdants finissent à la rue. C'est la loi de la jungle, mes amis. » Léo, qui regardait le direct depuis son hôtel, fit une capture vidéo de toute la scène. C'était parfait. Ils lui fournissaient eux-mêmes sur l'épilogue de leur propre chute. Leur plan pour la réunion du lendemain matin était simple. Ils allaient écouter l'offre de ce mystérieux investisseur, puis l'humilier publiquement, le traiter de fraudeur et menacer d'appeler la police. Ils étaient convaincus que c'était une manœuvre de Léo, une dernière tentative pathétique. M. Dubois prépara même un petit discours sur la probité et l'honneur dans les affaires, une ironie si mordante qu'elle en devenait presque comique. Ils ne se doutaient pas une seconde qu'ils se préparaient à marcher droit dans un piège méticuleusement tendu. Leur arrogance était leur plus grand aveuglement. Ils étaient si hauts sur leur piédestal qu'ils ne voyaient pas le sol s'effondrer sous leurs pieds. De son côté, Léo coordonnait les dernières pièces de son échiquier. Il eut une longue conversation cryptée avec le stratège, qui se révéla être un ancien partenaire d'affaires trahi par Dubois des années auparavant. L'homme, désormais à la tête d'un fonds d'investissement discret mais immensément puissant, avait fourni les ressources et les conseils, mais avait laissé Léo mener l'opération pour que la justice ait un visage. « Tout est en place », confirma le stratège. « Les avocats sont prêts. Le journaliste a déjà rédigé l'article principal. Il n'attend que ton signal pour le publier en ligne. Les autorités fiscales et financières ont reçu une copie anonyme du dossier. Ils attendent également le signal pour lancer leur perquisition. Demain, ce ne sera pas une réunion, ce sera un démantèlement. » Léo contacta ensuite Hélène. Elle était nerveuse mais résolue.
Son rôle était crucial. Elle serait présente à la réunion, non pas en tant que victime, mais en tant qu'experte, prête à authentifier chaque document et à expliquer les mécanismes de la fraude des Dubois. Elle était leur mémoire vivante, le témoin clé qui transformerait des accusations en faits irréfutables. « Je n'ai pas peur d'eux, Léo, » lui dit-elle, sa voix ferme. « Plus maintenant. Demain, ils paieront pour ce qu'ils m'ont fait, et pour tous les autres. » La dernière préparation fut la plus personnelle. Léo se regarda dans le miroir. Il ne voyait plus le jeune artiste timide et effacé. Il voyait un homme qui avait traversé le feu et qui en était ressorti plus fort. Il sortit un costume parfaitement coupé d'une housse de protection, un vêtement qui valait plus que tout ce qu'il avait possédé dans sa vie de Léo. Il le posa sur le lit. C'était plus qu'un costume, c'était une armure. C'était la peau de l'homme qu'il était vraiment. Julien Moreau, héritier d'une fortune discrète, philanthrope et investisseur redoutable. Un homme qui utilisait son pouvoir non pas pour écraser, mais pour rétablir l'équilibre. Il avait créé le personnage de Léo pour tester le cœur de Sophie, pour voir si elle pouvait aimer un homme pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Elle avait réussi le test, mais sa famille l'avait échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, Léo reçut un dernier message de Sophie. C'était un message vocal, envoyé en secret depuis sa chambre. Sa voix était un murmure brisé. « Léo, je suis désolé, tellement désolé, mon père m'a forcé, je ne voulais pas, je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il ferma les yeux en écoutant sa douleur. Il lui répondit par un simple texte. « Ne t'inquiète pas, Sophie, la vérité sera révélée aujourd'hui. Fais-moi confiance. » Il enregistra son message vocal. Ce serait la dernière pièce à conviction, non pas contre elle, mais pour elle, la preuve qu'elle aussi était une victime de la tyrannie de son père. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville s'éveillait. Dans quelques heures, la famille Dubois entrerait dans cette salle de conférence en se croyant les rois du monde. Ils en sortiraient en parias. Il n'y avait plus de doute, plus de peur. Seulement une certitude froide et tranquille. Il prit son téléphone, ouvrit le dossier contenant toutes les preuves et appuya sur le bouton « Partager ». Il sélectionna une liste de contacts préenregistrés. Les plus grands journaux du pays, des agences de presse internationales, des blogueurs influents et des autorités de régulation. Il programma l'envoi pour 10h01 juste après le début de la réunion. Le compte à rebours était lancé. Dans quelques heures, leur monde allait s'écrouler. Il était temps de montrer la vérité au monde entier, et la vérité allait être brutale, sans concession et magnifiquement juste. La salle de conférence du Grand Hôtel-Dieu était un écrin de luxe discret et de pouvoir. Le bois sombre des murs absorbait la lumière, les fauteuils en cuir attendaient en silence. Monsieur Dubois, Baptiste et leurs 2 avocats entrèrent avec l'assurance de conquérants. Ils s'installèrent autour de la longue table en acajou, échangeant des sourires suffisants. Ils étaient venus pour écraser un insecte, pour assister à la capitulation finale de ce petit peintre prétentieux. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de pénétrer dans leur propre tribunal et que le jugement était sur le point d'être rendu sans appel. La porte s'ouvrit à 10h précises. Mais ce n'est pas le Léo en jean usé et au regard fatigué qui entra. L'homme qui franchit le seuil était un étranger. Grand, droit, vêtu d'un costume sur mesure qui criait la richesse sans l'ostentation, il dégageait une aura de confiance et d'autorité tranquille. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses chaussures brillaient. Il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient 2 avocats au visage sévère, ainsi qu'Hélène, l'ancienne assistante, qui les regardait avec une froide détermination. Et enfin, le journaliste d'investigation, son téléphone déjà en main, prêt à enregistrer. La mâchoire de M. Dubois se décrocha. Baptiste cligna des yeux. Confus. « Qui êtes-vous » demanda l'un des avocats des Dubois. « Nous attendons un certain Léo Martin. » L'homme s'avança jusqu'au bout de la table et s'assit. Il posa une fine tablette sur le bois poli. Puis, il leva les yeux et son regard croisa celui de M. Dubois. C'étaient les mêmes yeux que le peintre qu'ils avaient humilié et détruit. Léo Martin était un personnage, une expérience sociale, si vous voulez, dit l'homme d'une voix calme et profonde qui emplit la pièce. Mon vrai nom est Julien Moreau, et je suis le propriétaire du fonds d'investissement que vous êtes si impatient de rencontrer. Un silence de mort tomba sur la salle. Monsieur Dubois devint livide. Baptiste ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'était impossible, un cauchemar. Julien Moreau fit un signe de tête à l'un de ses avocats.
un immense écran mural, jusqu'alors noir, s'alluma derrière lui. La première image qui apparut fut le portrait de Madame Dubois, celui que Baptiste avait brisé. « Commençons par le commencement, » dit Julien. « Par une question de caractère. » Puis, l'écran afficha la story Instagram de Baptiste, la vidéo du portrait contre la poubelle, avec le son moqueur en fond. Les avocats des Dubois se regardèrent mal à l'aise. « Ceci, messieurs, c'est ce que vous appelez l'honneur, » commenta Julien. Puis, le son emplit la pièce. C'était la voix de M. Dubois, enregistrée dans son bureau. « Rends-le-moi, et je pourrais peut-être t'aider. Un petit chèque pour t'aider à monter ta propre galerie, loin de Lyon. » La tentative de subornation, claire et nette. M. Dubois tenta de se lever. « C'est un montage, c'est illégal !» cria-t-il, sa voix tremblante de rage et de peur. « Illégal ?» répondit calmement l'avocat de Julien. « Moins illégal que le contenu de la clé USB que Mme Hélène ici présente a eu la présence d'esprit de conserver. » Hélène hocha la tête, un petit sourire de triomphe sur les lèvres. L'écran changea de nouveau. Des extraits de courriels, des relevés de comptes offshore aux îles Caïmans, des tableaux Excel détaillant des transactions frauduleuses. Chaque diapositive était une nouvelle pelletée de terre sur le cercueil de Dubois Industries. Hélène prenait la parole de temps en temps, sa voix claire et précise, pour expliquer le contexte de chaque document. Ce virement correspond au pot de vin versé pour obtenir le permis de construire du centre commercial. Cette facture a été falsifiée pour dissimuler des bénéfices au fisc. C'était un démantèlement méthodique, chirurgical. La panique s'empara du clan Dubois. Leur avocat principal se pencha vers son client. « Antoine, si c'est vrai, nous sommes finis. » Le coup de grâce arriva. Julien projeta la vidéo qu'il avait enregistrée la veille dans son atelier. La scène de l'expulsion, la violence des hommes de main, le portrait brisé, la bague jetée par la fenêtre. Et surtout, le visage triomphant de M. Dubois prononçant ces mots. « Tu vois, jeune homme, c'est ce qui arrive quand on défie des gens comme nous. Tu n'es rien. » Julien mit la vidéo sur pause, l'image figée sur le visage haineux de son adversaire. « Vous aviez raison sur un point, M. Dubois. Je ne suis pas comme vous. » Au même moment, à 10h01 précises, des centaines de téléphones vibrèrent à travers toute la France. Le dossier complet, avec l'article du journaliste en introduction, venait d'être envoyé à toutes les rédactions du pays. Le hashtag « Marche à Justice pour Léo » commença à apparaître sur Twitter. La vidéo de l'expulsion publiée par le journaliste devenait virale. En quelques minutes, elle atteignit des dizaines de milliers de vues. Les commentaires affluaient. Un torrent de colère et de soutien. Quelle honte! J'espère qu'ils iront en prison. Courage, Léo, Julien! Dans la salle de conférence, les téléphones des avocats des Dubois se mirent à sonner sans interruption. Ils comprirent. Ce n'était pas une réunion, c'était une exécution publique. Baptiste, le visage décomposé, regarda son propre téléphone. Il voyait son compte Instagram inondé de milliers de commentaires haineux. Sa vie de playboy arrogant venait de s'achever en direct. Il se leva, blême, et vomit dans une corbeille à papier. M. Dubois, lui, était pétrifié, son visage était un masque de cère. Il avait tout perdu en l'espace de 10 minutes. Son empire, sa réputation, son nom, tout s'était évaporé sous la lumière crue de la vérité. La suite fut aussi rapide et brutale que leur chute avait été spectaculaire. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. Avant même que la réunion ne soit officiellement terminée, des agents des services fiscaux et de la police financière, alertés par les informations reçues, attendaient déjà à l'entrée de l'hôtel. M. Dubois et Baptiste ne furent pas autorisés à retourner chez eux. Ils furent emmenés directement pour interrogatoire. Leur monde de luxe s'était rétréci aux dimensions d'une salle d'interrogatoire froide et impersonnelle. Leurs avocats, réalisant l'ampleur du désastre et le fait qu'ils avaient été trompés par leurs propres clients, se retirèrent de l'affaire le jour même. La famille Dubois, autrefois si puissante, était désormais seule face à la justice. Les conséquences furent dévastatrices. Dubois Industries fut placé en liquidation judiciaire. L'enquête révéla des décennies de fraude, de corruption et d'évasion fiscale. M. Dubois fut condamné à une lourde peine de prison ferme, ses biens saisis pour rembourser une partie de ses dettes colossales envers l'État et ses victimes. Baptiste, pour sa complicité et ses propres délits, écopa également d'une peine de prison, bien que plus courte. Sa vie de fête et de luxe fut remplacée par la routine morne d'une cellule. Madame Dubois, bien que non impliquée directement dans la fraude, se retrouva sans rien. Le château, les voitures, les bijoux, tout fut vendu aux enchères.
Elle dut quitter la ville, socialement ostracisée, pour vivre dans un petit appartement anonyme, un choc brutal après une vie passée dans l'opulence. La famille, unie dans l'arrogance, fut finalement brisée par la honte. Pour les héros de cette histoire, la vie prit un tournant radicalement différent. Julien Moreau, alias Léo, devint une figure médiatique malgré lui. L'histoire de l'artiste milliardaire fit le tour du monde. Netflix proposa de produire une mini-série sur son histoire qu'il accepta à la condition qu'une grande partie des bénéfices soit reversée à une nouvelle fondation qu'il créa, la Fondation Phoenix. Cette fondation, dirigée par la compétente et désormais respectée Hélène, avait pour but d'aider les petites entreprises victimes de prédateurs financiers et de soutenir les artistes talentueux mais sans ressources. Le premier bénéficiaire fut, symboliquement, un fonds pour reconstruire l'entreprise artisanale de son père, offrant des emplois à des dizaines de personnes. Et Sophie? Le choc de la révélation fut immense, mais la vérité la libéra. Libérée de la tyrannie de sa famille, elle put enfin être elle-même. Julien lui pardonna sa faiblesse, comprenant la pression qu'elle avait subie. Leur amour, testé par le mensonge et l'humiliation, se révéla plus fort que jamais. Ils se marièrent quelques mois plus tard, non pas lors d'une cérémonie grandiose et ostentatoire, mais dans un petit jardin entouré de vrais amis et de la famille de Julien. Sophie trouva sa propre voie, utilisant son expérience pour travailler au sein de la Fondation Phoenix, aidant les victimes de manipulations psychologiques et familiales. Elle n'était plus la fille d'eux, mais une femme forte et indépendante. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, leur vie est un témoignage du triomphe de la justice. La vidéo du démantèlement des Dubois a été vue plus de 100 millions de fois à travers le monde. Le livre d'Hélène, Dans l'ombre du vautour, est devenu un best-seller international et elle donne désormais des conférences sur l'éthique en entreprise. Julien, tout en gérant ses affaires, a repris ses pinceaux. Il peint sous son vrai nom et ses œuvres, empreintes d'une profonde humanité, sont exposées dans les plus grands musées. Il n'a jamais oublié Léo, ce jeune homme pauvre mais digne, qui lui a rappelé que la vraie valeur d'un homme ne se trouve pas dans son portefeuille, mais dans son cœur. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui